Monsieur le bâtonnier, Monsieur l'ancien ministre de la Justice, le professeur Brahim Najjar, Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, chers consoeurs et confrères, nous avons l'honneur d'accueillir, dans le cadre des conférences de stage et à l'initiative de la Commission de la francophonie au sein du barreau, deux éminents juristes, Maître Jean-Yves de Cara et Maître Zreb, qui vont aborder un sujet épineux et actuel qui a fait couler beaucoup d'encre, à savoir la délimitation des frontières maritimes. Ce sujet sera traité sous l'angle juridique et non pas politique ou géopolitique et vous permettra de vous faire une idée plus précise de cet enjeu crucial et de la portée de l'accord récemment conclu qui devrait, on l'espère, permettre à notre économie de se redresser. Je souhaite la bienvenue à nos deux conférenciers et remercie la Commission de la francophonie qui œuvre au sein du barreau à préserver les liens historiques qui unissent le droit libanais au droit français et à défendre la francophonie qui a toujours constitué pour notre pays un vecteur d'ouverture et une source d'enrichissement, puisqu'elle garantit la diversité culturelle et encourage le dialogue interculturel. Al-Kalima al-An, li Sa'adat al-Nadir. Monsieur le ministre, Messieurs les présidents, Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, chers collègues et amis, bienvenue dans la maison de l'avocat où nous sommes aujourd'hui réunis à l'initiative de Maître Karim Torbey pour une conférence passionnante sur les aspects juridiques de la délimitation des frontières maritimes, qu'il en soit ici remercié. Il y a certaines conférences qui traitent de sujets avec S, classiques, intemporels, tandis que d'autres s'intéressent à des sujets plus contemporains. Dans l'ère du temps, selon une expression consacrée, nul doute que la conférence d'aujourd'hui s'inscrit dans ce dernier contexte. En effet, il n'échappera à personne que le Liban a dernièrement conclu un accord historique avec l'État d'Israël concernant la délimitation de leurs frontières maritimes. Malheureusement, comme il est désormais de coutume dans le pays des cèdres, ni l'école, ni le palais, et ni même les parlementaires n'ont été invités à participer aux négociations ou à la conclusion de l'accord final, quelques politiciens s'étant accaparés de ce dossier vital pour l'avenir de notre pays, qui a été ainsi traité dans une opacité suspecte et regrettable. Ceci n'occulte cependant en rien l'intérêt du sujet. N'oublions pas que des zones d'ombre pourraient surgir à l'avenir, qu'il y aura nécessairement besoin de juristes et peut-être de tribunaux pour juger de potentiels conflits concernant cet accord. Comme nous le savons tous, les accords internationaux, tout comme les textes de loi, une fois rentrés en vigueur, échappent à la volonté et au contrôle de leurs rédacteurs et rentrent dans le vaste et délicieux domaine de la jurisprudence et de l'interprétation juridique. Aujourd'hui, nous tentons avec nos éminents professeurs, M. Jean-Yves de Cara et M. Zreb, de replacer le droit au centre du débat. Nous ne sommes pas autant dupes avec S. La politique va toujours avoir une place la plus grande dans la négociation et la conclusion de tels traités internationaux. Mais les arguments juridiques demeurent une arme puissante dans les discussions des petits pays avec les grandes puissances de ce monde. Et le droit, au large sens du terme, devrait être mis à profit pour la préservation de nos intérêts maritimes. Mais précisément, quelle est la place du droit dans la question? Ô combien politique, tellement politique, de la délimitation des frontières maritimes. Dans un article consacré aux principes généraux de droit, le professeur de Cara citait Michel Virali, qui affirmait que les principes généraux de droit étaient le pont aux ânes,
des sources de droit international. Entendez par là l'obstacle le plus facile à franchir si jamais on s'y attaquait de front. En est-il même pour le droit et la délimitation des frontières maritimes? À nos experts de nous illuminer. Merci beaucoup. Au nom de la Commission de la francophonie du barreau de Beyrouth, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui le professeur Jean-Yves de Cara et maître Reza Zreib, qui ont répondu avec empressement à notre invitation à participer à cette conférence sur les aspects juridiques de la délimitation des frontières maritimes, organisée dans le cadre du cycle des conférences de l'Ordre des avocats de Beyrouth. Pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas, le professeur Jean-Yves de Cara, venu spécialement de Paris pour l'occasion, est spécialiste du droit international public et du droit international économique sous ces deux aspects de droit du commerce international et de droit des investissements. Le domaine de spécialité du professeur de Cara s'est sans doute nourri de sa vie personnelle avant de déteindre à son tour sur sa vie professionnelle. Son parcours revêt en effet un caractère international prononcé. De nationalité française, le professeur de Cara est né au Maroc, a fait ses études universitaires à l'université de Lyon, où il a obtenu un doctorat d'État en droit public, avant d'être agrégé des facultés de droit de Paris. Il a ensuite pratiqué la profession d'avocat au barreau de Lyon, puis à Paris et à Londres, avant de s'établir de nouveau à Paris. Parallèlement au métier d'avocat, M. de Cara a été professeur dans plusieurs universités françaises avant d'occuper les fonctions de directeur exécutif de l'université Paris-Sorbonne à Abu Dhabi. Il a enfin été professeur invité dans de nombreuses universités, aussi bien au Royaume-Uni qu'aux États-Unis, en Allemagne et depuis l'an 2000 au Liban, à l'université Saint-Joseph. Parmi ces dizaines de publications, j'en ai compté plus de 40, aussi bien en français qu'en anglais, sur des sujets très variés, le professeur de Cara a consacré un article aux négociations bilatérales et délimitation maritime tripartite, dans un ouvrage sur la délimitation maritime et l'exploitation des fonds marins, paru en 2013 aux éditions de l'USJ. Grand ami du Liban, où il continue à se rendre dès que l'occasion se présente, le professeur Jean-Yves de Cara est actuellement professeur émérite à la faculté de droit Paris-Descartes, Sorbonne, Paris-Cité. Mon collègue, maître Reza Zreib, reconnu pour sa culture et son érudition, est maître de conférences en droit international et droit constitutionnel à la faculté de droit et des sciences politiques de l'université Saint-Joseph de Beyrouth, à Beyrouth et à Dubaï. Maître Zreib est également avocat au barreau de Beyrouth, avec une pratique diversifiée qui va du droit commercial et droit des sociétés au droit administratif et fiscal. Licencié en droit, puis en sciences administratives de la faculté de droit de l'université Saint-Joseph de Beyrouth, Maître Zreib a obtenu un doctorat en droit international de l'université Panthéon-Assas, Paris 2, avec les plus hautes distinctions. Sa thèse de doctorat, soutenue en 2015, porte un intitulé prometteur et, peut-on l'espérer, prémonitoire, l'eau et son partage au Levant, enjeux juridiques au service de la paix. Maître Zreib est en outre l'auteur d'une abondante littérature juridique en langue française qui a couvert d'importants sujets, notamment en droit international et en droit constitutionnel. Parmi ses nombreuses communications, Maître Zreib est notamment intervenu sur le thème du fonds souverain lors du colloque international sur la délimitation maritime et l'exploitation des fonds marins, organisé en 2012 par le CEDROMA et la faculté de droit et des sciences politiques de l'université Saint-Joseph. En plus des fonctions qu'il occupe, aussi bien sur le plan national que sur le plan universitaire, Maître Zreib est le représentant du ministère de la Justice au sein de la commission interministérielle chargée d'élaborer une stratégie maritime nationale. Qui donc mieux que nos deux invités pour nous entretenir aujourd'hui
des aspects juridiques de la délimitation des frontières maritimes, notamment du point de vue du droit international public et du droit constitutionnel, en particulier à la suite de l'accord qualifié d'historique conclu le 27 octobre 2022 entre le Liban et Israël. Quels sont les enjeux de la délimitation des frontières maritimes en termes économiques, géopolitiques, diplomatiques? Quelles sont les normes internationales applicables en la matière? Quels sont les modes de règlement des litiges entre États sur la délimitation de leurs frontières, y compris les modes alternatifs comme la médiation qui a conduit à la conclusion de l'accord avec Israël? S'agissant précisément de cet accord, quelle en est la nature juridique avec les conséquences qui en découlent? Ces questions et bien d'autres feront l'objet de cette conférence à deux voix qui s'annonce des plus passionnantes. Monsieur le professeur Becara, à vous la parole. Monsieur le ministre, monsieur le bâtonnier, monsieur le président de la commission de la francophonie, messieurs et mesdames les présidents, chers confrères, mesdames et messieurs, chers amis, c'est pour moi une grande émotion de me retrouver à Beyrouth après des années d'absence dues aux crises que vous connaissez et que malheureusement vous vivez aussi et auxquelles je compatis très profondément. C'est une joie de me retrouver devant vous et pourtant elle est teintée d'une certaine crainte, car je ne sais pas à vrai dire pourquoi vous avez eu la gentillesse, et je vous en remercie, et la faiblesse de m'inviter à me prononcer sur un sujet éminemment libanais. Peut-être, est-ce parce qu'en avion on traverse le bassin du Levant que cela m'a donné une compétence en la matière. C'est donc très modestement que je m'efforcerai de vous présenter cet accord entre l'État d'Israël et le Liban, qui a suscité des commentaires nombreux, non seulement au Liban, mais aussi à l'extérieur, pour des raisons politiques, géopolitiques, économiques et autres, qu'il ne m'appartiendra pas ici d'évoquer. Cet accord évoque le vers du poète Paul Valéry, à contresens. La mer n'est plus ce toit tranquille où marchent des colombes. Elle est désormais le domaine des flottes industrielles, de l'ingénieur et des investisseurs. Les délimitations maritimes n'ont plus seulement pour objet de déterminer les zones respectives de souveraineté des États, elles tentent à répartir des zones d'exploitation, non seulement des ressources halieutiques, mais aussi des ressources minérales, sans compter les richesses que recèlent le sol et le sous-sol des grands fonds marins, au jour où la technique permettra de les explorer aux fins d'exploitation. Et déjà, on y pense, notamment de l'autre côté de l'Atlantique. Il n'est donc pas surprenant que la Méditerranée orientale n'échappe pas aux revendications expansionnistes de ses riverains, et donc aux négociations, aux accords, aux différends relatifs aux délimitations maritimes. La jurisprudence en témoigne, que ce soit celle de la Cour internationale de justice, du tribunal du droit de la mer ou celle des tribunaux arbitraux. Cette jurisprudence illustre en particulier les difficultés de la délimitation entre États dont les côtes se font face ou sont adjacentes, car il y a lieu, dans certains cas, de tenir compte des revendications ou des intérêts des États tiers. Ces situations sont particulièrement sensibles dans les cas dits de tripoint, lorsque deux États
s'accordent et que leur accord affecte un troisième État quant à cette délimitation. Mais c'est également difficile lorsque les deux États sont adjacents et face à l'immensité de l'océan, comme par exemple dans le cas du Pérou et du Chili. Or, la Cour internationale de justice a relevé, dans l'affaire anglo-norvégienne des pêcheries en 1951, que la délimitation unilatérale des espaces maritimes a toujours un aspect international. Elle ne saurait dépendre de la seule volonté de l'État riverain, qui est pourtant compétent. Et s'il est vrai que l'acte de délimitation est nécessairement unilatéral, parce que c'est l'État riverain qui a seul la qualité pour y procéder, en revanche, la validité de la délimitation à l'égard des tiers relève du droit international. Et ce principe vaut également pour les accords de délimitation, comme la Cour l'a rappelé dans l'affaire du plateau continental de la mer du Nord. Il y a lieu, dit la Cour, de tenir compte des effets actuels ou éventuels de toute autre délimitation du plateau continental effectuée entre États limitrophes de la même région. Il y a donc plusieurs raisons à cet égard pour s'intéresser à l'accord de 2022 entre le Liban et l'État d'Israël. Tout d'abord, il s'agit du premier accord entre États adjacents dans le bassin du Levant. C'est une première raison de le distinguer, car les accords antérieurs, Chypre-Liban en 2007, Chypre-Israël en 2010, Chypre-Égypte, peut-on ajouter, portent sur des délimitations entre États aux côtes opposées. Ensuite, et surtout, c'est la deuxième raison pour laquelle cet accord a été qualifié d'historique, comme vous l'avez rappelé, monsieur le bâtonnier. La deuxième raison tient à ce qu'il intervient entre deux États qui n'entretiennent pas de relations diplomatiques et même qui sont des États ennemis, si vous me permettez l'expression, des États en guerre depuis 75 ans, et on se souvient du dernier cessez-le-feu de 2006, j'étais au Liban. Leur frontière terrestre n'est pas fixée, et la ligne bleue est simplement contrôlée par les Nations Unies. Enfin, troisième raison, cet accord découle d'une médiation conduite par les États-Unis. La solution est originale puisqu'il n'y a pas eu de négociation directe entre les deux États, à ce que l'on sait, sur la base d'une lettre des États-Unis portant notamment 6 points qui reflètent les termes de référence. Les parties demandent que les États-Unis servent de médiateurs et de facilitateurs pour le tracé de la frontière maritime. Celui-là a été donc facilité par le médiateur américain Amos Hochstein. Des réunions ont été tenues à Nakura sous l'égide du bureau du coordinateur spécial des Nations Unies. Des consultations ont été menées par les États-Unis avec chacun des États, et chacun des deux États s'est déclaré prêt à établir sa frontière maritime par des communications et à conclure un règlement permanent et équitable de son différend maritime. C'est la formule que l'on trouve dans l'accord. Ainsi donc, le contenu de l'accord ne comporte pas l'expression « accord de délimitation maritime », mais on est convenu de conclure un règlement sur un différend. Ce faisant, ils acceptent l'un et l'autre, séparément,
les conditions formulées dans la lettre qui leur a été adressée par les États-Unis. Et ils acceptent que l'accord, si l'on peut l'appeler ainsi, soit déposé auprès des Nations Unies. Formellement, il s'agit donc bien du règlement d'un différend par médiation. En effet, un différend, nous dit la jurisprudence, depuis l'affaire Mavromatis en Palestine, un différend est un désaccord sur un point de droit ou de fait, un conflit, une opposition de thèse juridique ou d'intérêt entre les parties. Or, il y a bien ici ces conditions qui sont remplies. Des accords ont été conclus antérieurement entre Chypre et le Liban en 2007, entre Chypre et Israël en 2010. Et vous en voyez, j'espère, la carte ici. Les deux accords révèlent ainsi qu'il existe une situation de tripoint, c'est-à-dire que le point de jonction des lignes de délimitation entre les deux accords, Liban, Chypre, Israël, Chypre, ne correspondent pas exactement, ne se rencontrent pas. Dans ces conditions, le gouvernement libanais, par un décret en 2011, a consacré le tracé sud de sa ligne de délimitation au point 23 au large de la zone économique exclusive. Or, sur le fondement de l'accord de 2010, Israël revendique une ligne plus au nord sur un point 1 compté depuis le littoral israélien. Cette ligne correspond à celle qui avait été convenue en 2007 dans l'accord entre le Liban et Chypre, mais qui n'a jamais été ratifié par le Parlement. Le différend porte donc sur un triangle d'environ 860 km² sur les à peu près 25 000 km² de la zone économique exclusive libanaise, qui part de la frontière israélo-libanaise et s'étend jusqu'aux eaux de la zone économique exclusive chypriote. La zone est considérée comme riche en réserves d'hydrocarbures qui pourraient produire des milliards de revenus pour les deux États, et les chiffres qu'on évoque dans la presse économique tournent autour de 600 milliards de dollars, cela étant imprécis car on ne sait pas ce que contiennent vraiment les réserves. La médiation devant cette difficulté est apparue comme une solution, de nouveau aux États-Unis, et un médiateur a tenté de proposer un arrangement, M. Frédéric Hoff, en tirant une ligne différente entre les deux États, de sorte que 55% de la zone revenait au Liban et 45% de la zone litigieuse revenait à Israël. Sur cette base, qui pourtant n'a pas été acceptée, le Liban a décidé d'attribuer des zones pour l'exploration et l'exploitation que vous voyez sur la carte à un consortium international conduit par Total en 2018. La Knesset, en riposte, a adopté une loi sur les zones maritimes qui officialiserait
la frontière maritime avec le Liban et donnerait des droits à Israël sur une zone lucrative. Aussitôt, en 2019, le président du Parlement libanais déclarait aux représentants de la force de maintien de la paix déployée au Liban que le pays était prêt à tracer ses frontières maritimes et celles de la zone économique exclusive en utilisant la même procédure que celle qui avait été utilisée pour tracer la ligne bleue sous la supervision des Nations Unies. Les négociations qui ont été alors amorcées ont fait long feu. En particulier, la nouvelle revendication du Liban tendant à repousser la ligne méridionale de la zone économique exclusive jusqu'au point 29 que vous voyez sur cette carte. Donc le Liban a repoussé plus au sud la ligne, a indisposé les négociateurs israéliens et américains. D'une part, la demande libanaise portait sur 1430 km², d'autre part et surtout, elle étendait la juridiction libanaise sur le gisement gazier de Karish, que vous voyez sur la carte, et qui est situé dans sa zone, selon Israël, mais qui se trouve dans les eaux contestées par le Liban. Voilà en somme les termes différents qui apparaissent nettement sur cette carte. Vous voyez la première ligne 1 qui résulte du traité entre le Liban, entre Israël et Chypre, la ligne 23 qui est une revendication du Liban mais qui est retenue dans l'accord actuel, la ligne 29 qui était la revendication du Liban exprimée en 2019, et cette ligne H qui désigne simplement la proposition du précédent médiateur qui n'a pas abouti. C'est donc dans un climat géopolitique très tendu qu'intervient le règlement du différend par le médiateur américain actuel. Sous l'angle juridique du droit international, l'objet aussi bien que la nature du dit accord soulève des interrogations. On essaiera de les évoquer en 2 points. Tout d'abord, l'objet de l'accord. Je dirais que cet objet de l'accord est double. Il y a un objet apparent, il y a un objet réel. L'objet apparent de l'accord consiste en une délimitation maritime permanente et équitable. En somme, c'est banal. Les parties conviennent d'une limite frontalière maritime constituée par des points de latitude et de longitude reliés par des lignes géodésiques. C'est la section 1 de l'accord. La délimitation de la ligne frontalière maritime est, semble-t-il, fondée sur le principe de l'équidistance pour aboutir à une solution équitable. Les coordonnées retenues remplacent donc celles qui figuraient dans les soumissions de chacune des 2 parties aux Nations Unies en 2011. On change de cadre. Et vous voyez ici ces différentes propositions. À cet égard, la référence à une résolution permanente et équitable de leurs différends maritimes s'inscrit dans la pratique internationale. D'une part, la méthode de la ligne médiane et de l'équidistance retenue par l'accord conduit dans la plupart des cas à ce qu'on appelle un résultat équitable. On le voit dans les précédents Danemark-Norvège sur l'île de Jan Mayen en 1993, on le voit dans l'affaire Qatar-Bahreïn en 2001, on le voit dans l'affaire Roumanie-Ukraine
en 2009. Un résultat équitable fondé sur une ligne médiane et sur le principe de l'équidistance. D'autre part, dans la région, les accords relevés suivent également cette méthode de la ligne médiane. Par conséquent, on est ici dans une solution classique, aussi bien dans l'ordre international que dans l'ordre régional. Toutefois, cette délimitation, lorsqu'on lit avec attention le texte, apparaît inachevée pour deux raisons qui tiennent au parti et qui tiennent au tiers. En premier lieu, entre les partis, il est tout d'abord remarquable que l'accord n'identifie pas les zones délimitées. Il est simplement à l'annexe, dans l'annexe A de l'accord, visé que la délimitation porte sur la mer territoriale et celle de la zone économique exclusive, conformément aux dispositions des conventions, de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Ainsi, vous observez que ces zones ne sont pas mentionnées dans le texte de l'accord, mais simplement en annexe. Mais surtout, ainsi, le plateau continental n'est pas mentionné. Or, c'est bien cela l'objet principal du litige. C'est là que se situent les richesses. Le plateau continental n'est pas mentionné. Et cette solution est remarquable d'ailleurs dans les autres accords de la région. Ce silence n'est pas fortuit. Cela ne signifie pas pour autant que pour les parties, la zone économique exclusive absorbe le plateau continental. Il y a là juridiquement deux zones distinctes. La zone économique exclusive, au-dessus, c'est la mer, le plateau continental. Et les modalités de délimitation sont différentes. Il serait d'ailleurs inexact d'assimiler les deux zones, plateau continental et zone économique exclusive. Mais par ce silence, les parties ou le médiateur ont évité les complications qui résulteraient de la référence à un critère géologique dès lors qu'il y a lieu de délimiter le plateau continental. Car, comme vous le savez sans doute, on n'est pas d'accord sur la notion et sur les limites externes du plateau continental, qui va toujours plus loin au gré de l'évolution des techniques. Donc on ne dit pas si le plateau continental s'arrête à 100 000 ou au-delà, ou bien si l'on utilise le critère de l'exploitabilité, et il peut aller très loin. Donc on évite ici un point délicat. Ensuite, encore pour ce qui concerne les parties, l'accord est incomplet car il ne comporte aucune indication sur la ligne de base à partir de laquelle les limites au large sont mesurées. Et cela pour ne pas préjuger de la frontière terrestre entre les parties, puisque celle-ci n'est pas fixée. Par conséquent, l'accord réserve le cas des eaux adjacentes aux côtes pour ne pas porter préjudice au statut de la frontière terrestre. Aussi, la frontière maritime, au large du point le plus à l'est de la ligne frontalière maritime, la ligne que l'on trace, partez du large, venez vers la côte, n'est pas mentionnée. De sorte que jusque-là, la délimitation de cette zone, pour la délimitation de cette zone, les parties s'accordent sur le statu quo près du rivage, notamment sur la ligne de bouée qui fixe la limite maritime provisoire entre Israël et le Liban, et cela évidemment malgré les positions juridiques divergentes des parties dans cette zone qui demeure donc non délimitée. Si vous regardez bien la carte, vous voyez que les zones délimitées partent d'un point qui est un peu au-delà du rivage, puisque précisément ce rivage n'a pas fait l'objet de délimitation. Il n'y a pas
de ligne de base. C'est tout à fait inhabituel. En second lieu, cet accord ou ce règlement a quelque chose d'inachevé également à l'égard des tiers. En effet, une telle délimitation est susceptible d'affecter les droits des États tiers, leur sécurité, leurs intérêts économiques, ou tous ces facteurs que la jurisprudence identifie comme des circonstances pertinentes. Cela est particulièrement sensible lorsque la délimitation porte sur le plateau continental. Et on a vu les disputes juridiques et politiques dans des précédents différents. Tunisie-Libye, Libye-Malte, différents de la mer d'Iroise entre la France et le Royaume-Uni, affaires Burkina Faso, Mali, Cameroun, Nigeria, Roumanie, Ukraine. Voilà un exemple, Roumanie-Ukraine. Exemple dans lequel la Cour garde à l'esprit les délimitations maritimes convenues entre la Turquie et la Bulgarie, ainsi qu'entre la Turquie et l'Ukraine, lorsqu'elle examine la question du point terminal de la frontière maritime unique qu'elle est priée de tracer entre la Roumanie et l'Ukraine. De même, dans l'affaire jugée par le tribunal du droit de la mer du Bangladesh, le tribunal tient compte de ces circonstances pertinentes pour tracer une ligne qui ne correspond pas à la demande des parties. Or, en l'espèce, dans notre affaire, le nouvel accord aura des conséquences sur les délimitations antérieures dans la région. Inévitablement. La délimitation est fondée sur la ligne médiane, mais le point de jonction des trois frontières maritimes n'est pas le même, de sorte qu'il y a lieu de réviser les accords, Chypre et le Liban n'ayant pas remis en cause leur accord. Les deux accords de 2007 et de 2010 prévoient d'ailleurs des obligations de notification, de consultation et de révision en cas d'accord d'une des parties avec un tiers. Cela veut dire que Chypre est fondé à demander de telles consultations dans le dessein d'adapter ses propres limites maritimes et en particulier celle de la zone économique exclusive. En tout état de cause, il pèse sur Israël et le Liban une obligation de notifier à Chypre les négociations et l'accord qui en résulte. Non seulement en raison des bonnes relations des deux États avec Chypre, mais en vertu du principe de bonne foi consacré par la coutume et par la Convention de Vienne sur le droit des traités qui précise, article 18, un État doit s'abstenir d'actes qui priveraient un traité de son objet et de son but. En somme, en toute logique juridique, cet accord oblige à la révision des accords qui précèdent, avant son entrée en vigueur, étant que les États n'ont pas manifesté de devenir partie au traité. Or, cela est d'autant plus important que l'accord entre le Liban et Israël, par-delà la délimitation esquissée, porte, pour l'essentiel, sur l'exploitation des ressources du plateau continental. Alors, l'objet réel de l'accord est bien davantage cette exploitation des ressources et la gestion ou le partage des ressources minérales supposées, en l'espèce gazière. C'est beaucoup plus cela l'objet de l'accord qu'un accord de délimitation. Cet objet réel, deuxième observation. Les sections 2 et 4 du
texte de l'accord porte sur un prospect d'hydrocarbures dont la viabilité est encore inconnue et qui existe partiellement dans la zone désignée comme le bloc 9 du Liban, que vous voyez sur la carte, qu'on appelle le Canal Prospect, et au moins partiellement dans la zone comprise comme le bloc 72 d'Israël, et que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle le gisement de Karish. D'emblée, et nous sommes vraiment ici, non plus dans le droit maritime, mais dans le droit pétrolier. C'est cela le cœur de l'accord. D'emblée, la section 2 de l'accord éclaire l'objectif poursuivi. Il s'agit, conformément aux bonnes pratiques de l'industrie pétrolière, c'est la formule, en matière de conservation du gaz, de garantir que l'exploration et l'exploitation du prospect favoriseront au maximum l'efficacité de la récupération, de la sécurité des opérations et de la protection de l'environnement conformément aux lois et règlements applicables dans la région. Section 2B de l'accord. Nous sommes au cœur de l'accord. Cela alors même que la viabilité commerciale de la zone est actuellement inconnue. Tout cela est fondé sur des présomptions. Cette zone, présumée receler des richesses en hydrocarbures, notamment en gaz, est désignée comme le Canal Prospect ou zone 9, et elle est supposée chevaucher la ligne maritime entre le Liban et Israël. La nouvelle ligne maritime que vous voyez sur la carte est chevauchée par ce gisement pétrolier et gazé. Par conséquent, l'accord prévoit que l'opérateur, les opérateurs, c'est-à-dire ceux qui vont exploiter, l'opérateur désigné par le Liban explorera et exploitera la zone exclusivement pour le Liban sur la base d'un accord financier avec Israël. Cet opérateur compétent pour détenir des droits libanais de prospection et d'exploitation des ressources du bloc 9, une ou plusieurs sociétés internationales de bonne réputation, précise l'accord, non soumis à des sanctions internationales qui pourraient entraver la facilitation des États-Unis et qui ne sont ni israéliennes ni libanaises. Voilà quel est l'opérateur, défini par l'accord. Cet opérateur pourrait être amené à traverser certaines zones au sud de la ligne frontalière maritime. Et Israël ne pourra s'opposer à ces activités pour autant qu'elles sont nécessaires et raisonnables, telles des manœuvres de navigation. Encore faudra-t-il notifier ces activités au préalable à Israël. L'opérateur du bloc 9, qui, je vous le rappelle, est dans la juridiction libanaise, aura donc des comptes à rendre à l'État d'Israël. L'opérateur du bloc 9 et Israël engagent des discussions pour déterminer les droits d'Israël sur la zone et concluent un accord financier, c'est-à-dire un accord d'investissement, mais le Liban n'est ni partie à un tel arrangement, ni responsable. Et cela ne peut affecter l'accord du Liban avec l'opérateur, ni les droits du Liban. Si un forage est nécessaire au sud de la ligne, Israël ne peut refuser son consentement de façon déraisonnable, dit l'accord. À cela, la section 3 de l'accord prévoit une procédure relative à une autre accumulation de dépôts de ressources naturelles ou à un autre gisement unique de ressources, y compris d'hydrocarbures et de gaz naturel ou d'autres minéraux, qui s'étendrait à travers la zone, à travers la ligne frontalière, autre que le prospect
neuf. Autrement dit, il peut y avoir dans l'autre sens des zones qui vont traverser la ligne et pour laquelle il faudra aussi trouver un arrangement de cette nature. Les parties, car l'accord les appelle les parties s'engagent à notifier aux États-Unis et à leur demander de faciliter les arrangements nécessaires à l'exploration et l'exploitation des ressources de ces dépôts transfrontaliers. Cela concerne les parties, mais aussi les opérateurs qui l'exploitent. Cela suppose donc que chacune des parties, mais également les opérateurs, partagent avec les États-Unis des données relatives aux ressources connues ou identifiées ultérieurement qui se trouvent de part et d'autre de la ligne frontalière maritime. En somme, cette clause de la section 3A de l'accord s'applique à tous les dépôts et pas seulement les hydrocarbures qui chevauchent la ligne. Autrement dit, les dépôts, il peut s'agir de gravier, il peut s'agir de sable. Deuxièmement, cette clause s'applique quand un dépôt transfrontalier peut être exploité de part et d'autre de la ligne. Troisièmement, le critère de l'exploitabilité, dernière phrase de la section 1, paragraphe A, signifie que si les opérateurs d'Israël forent un puits du côté d'Israël qui permettrait d'exploiter des ressources venant du Liban vers Israël, naturellement, les deux États doivent partager l'information avec les États-Unis qui doivent faciliter le développement et l'exploitation coordonnée de la ressource. Cependant, la section 3, paragraphe C, comporte une clause formelle de sauvegarde. Aucune des parties n'a l'intention de revendiquer une autre accumulation ou un autre gisement unique des ressources naturelles situées entièrement du côté de l'autre partie. C'est la seule sauvegarde. Un tel régime est en droit pétrolier, en matière maritime, un régime de gestion conjointe. Il en existe dans la pratique. Cela n'est pas une innovation. Dans les années 60, des dispositions avaient déjà été introduites, par exemple par le Danemark et la Norvège en 1965, mais on trouve aussi un accord Qatar-Abu Dhabi en 1969 et un accord entre l'Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée dans le détroit de Torres en 1982, ou encore un accord de gestion conjointe entre le Japon et la Corée du Sud en 1974. Plus récemment, le plus célèbre peut-être, est l'accord entre les Seychelles et l'île Maurice en 2012 pour la gestion conjointe du plateau continental, du plateau de Mascaren, et encore le mémorandum d'accord entre la République démocratique de Timor-Est et l'Australie relatif à un accord d'unitarisation du champ Greater Sunrise. Cet arrangement pétrolier appelle deux observations. Première observation, il n'est pas interdit aux parties de développer une exploitation d'un gisement ou de dépôt frontalier en l'absence d'arrangements facilités par les États-Unis. En revanche, les demandes d'autorisation de mise en valeur par les opérateurs de gisement ou de dépôts transfrontaliers sont subordonnées aux critères d'activité raisonnable ou à un refus d'Israël qui ne sera pas opposé de façon déraisonnable. Nous avon là une sorte de flou juridique qui tient au raisonnable, jugé par Israël, apprécié par Israël en partie. Il y a donc là des zones d'incertitude et peut-être, je l'espère, du travail pour vous. Deuxième observation. Selon les bonnes pratiques
de l'industrie pétrolière, les opérateurs privés recourent à ce qu'on appelle des accords d'unitisation, c'est-à-dire de valorisation du champ pétrolifère avec les opérateurs de l'autre État pour développer et exploiter les champs qui chevauchent les limites. Cependant, ils sont responsables devant l'autorité étatique qui a alloué le permis d'exploitation, et notamment pour le partage des revenus et pour l'imposition. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est dessiné dans cet accord n'est pas indispensable. La pratique connaît déjà ce qu'on appelle des accords d'unitarisation. Par conséquent, les États, les opérateurs dans ce type d'accord sont exposés à une double administration des États hôtes. Aussi, l'application de l'accord présent, qui dépend en pratique des opérateurs, va dépendre largement de deux États qui ne manqueront pas d'influencer la rédaction des accords d'unitarisation et même de les bloquer ou de suspendre provisoirement leur autorisation à défaut d'accord entre les deux gouvernements. Cela est d'autant plus fâcheux que l'accord ne prévoit pas de procédure de règlement des différends pour ce qui concerne les tiers à l'accord et en particulier pour ce qui touche à l'exploration et à l'exploitation des ressources qui chevauchent la ligne frontalière maritime. À qui va s'adresser l'opérateur en cas de différend? Il n'y a pas ici de mécanisme de règlement des différends en cas de difficulté. Les seules dispositions relatives au règlement des différends portent sur l'interprétation et la mise en œuvre de l'accord par les deux États, et elles prévoient simplement des discussions facilitées par les États-Unis. Section 4 de l'accord. Dans ces conditions, s'agit-il vraiment d'un accord de délimitation ou simplement d'un arrangement pour l'exploitation des ressources minérales facilitées par les États-Unis? Ainsi donc, nous avons un accord qui nous semble être double, ayant d'un objet apparent. C'est un accord de délimitation, et vous voyez ça dans toute la presse. Et l'accord réel, qui est un accord de gestion des fonds et des zones exploitables par des opérateurs extérieurs à la région, sous le contrôle des États-Unis. Cette dualité caractérise l'accord, on la retrouve lorsqu'on s'attache à la nature du document. Deuxième point, sur lequel j'irai plus vite, je vous le promets, et qui sera moins technique. La nature du document. On peut dire que ce document a en quelque sorte une double nature et qu'il appartiendra aux autorités de choisir ce qu'ils veulent qu'il soit. L'accord est constitué en effet par une série d'actes adoptés dans les termes voulus et acceptés par le médiateur, qui en a fixé les grandes lignes, et par les déclarations unilatérales qui en découlent et qui seront soumises à l'ONU. Les observateurs ont débattu sur la nature de cet étrange document. S'agit-il d'actes unilatéraux, concertés, non conventionnels, ou bien s'agit-il d'un ensemble d'actes soumis qui constituent un traité? La pratique internationale connaît des précédents divers d'actes à la nature incertaine, mais néanmoins contraignants. Dans la pratique diplomatique, on aime multiplier ces accords étranges. Je vous citerai simplement, pour ce qui concerne la France, les célèbres accords d'Évian entre la France et les représentants du FLN, qui en réalité ne sont pas un accord, qui sont une déclaration gouvernementale unilatérale de la France, et qui n'ont été considérés comme un accord international par les Nations Unies et invocables devant ces organes que 10 ans plus tard, lorsqu'à la faveur de la crise du pétrole, la France a déposé
et enregistrer sa déclaration unilatérale auprès de l'Organisation mondiale. Donc le droit international, il est vrai, n'est pas formaliste dès lors que l'intention des parties est clairement exprimée. Il semble donc que dans le cas présent, les actes en cause pourraient avoir au regard du droit international soit la nature d'actes unilatéraux, parallèles et convergents, soit la nature d'un accord international. Examinons rapidement les deux hypothèses sur lesquelles mon éminent collègue reviendra sous le nom du droit libanais. Des actes unilatéraux et convergents. Tout d'abord, ce sont des actes qui n'ont pas été négociés directement. Pour l'essentiel, le différend sur la délimitation portait, on l'a vu, sur le point extérieur de la ligne frontalière et le choix du numéro 23 comme point d'aboutissement de la ligne relève du médiateur pour des raisons d'opportunité. C'est l'effet de la diplomatie. On choisit le point 23 parce que cela plaît au Liban et qu'ils accepteront ainsi l'accord. Pour le reste, le régime de l'exploitation des zones litigieuses découle aussi du médiateur désigné par l'État facilitateur, les États-Unis. Ensuite, il s'agit d'actes unilatéraux, convergents, non conventionnels. On sait que dans l'ordre international, les actes unilatéraux normatifs, ici le régime de gestion de la zone, ou non normatifs, la reconnaissance du point 23 comme terme de la ligne frontière maritime, peuvent produire des effets de droit et peuvent engager la responsabilité de leurs auteurs, car dès lors qu'ils ont été émis, ils sont opposables. Ce sont des actes unilatéraux opposables. Dans l'affaire des essais nucléaires Australie-France, la Cour internationale a reconnu que des déclarations revêtant la forme d'actes unilatéraux et concernant des situations de droit ou de fait peuvent avoir pour effet de créer des obligations juridiques. Des déclarations de cette nature peuvent avoir et ont souvent un objet très précis. Quand l'État auteur de la déclaration entend être lié conformément à ces termes, cette intention confère à sa prise de position le caractère d'un engagement juridique, dit la Cour. Et l'État intéressé est désormais tenu, en droit, de suivre la ligne de conduite une ligne de conduite conforme à sa déclaration. À plus forte raison, lorsqu'un autre État adopte une déclaration convergente, les deux États sont liés par une semblable obligation. C'est bien ce que nous voyons ici. Deux séries de communications et de déclarations. Les deux sont liés. Ce qui est déterminant, c'est l'intention de se lier. La forme importe peu. Des énoncés convergents peuvent constituer des engagements internationaux, même si les déclarations sont verbales. Ainsi que la Cour l'a dit dans l'affaire du temple cambodgien, dans l'affaire du temple de Préa-Vieillard, c'est généralement le cas en droit international qui insiste particulièrement sur les intentions des parties. Lorsque la loi ne prescrit pas de forme particulière, les parties sont libres de choisir celle qui leur plaît, pourvu que leur intention en ressorte clairement. Et la Cour a ajouté dans la même affaire, la seule question pertinente est de savoir si la rédaction employée dans une déclaration donnée révèle clairement l'intention. L'exécution des obligations juridiques ainsi créées s'impose par l'effet du principe de la bonne foi. On a émis un acte unilatéral, la bonne foi commande qu'on le respecte. La Cour internationale de justice, dans l'affaire des essais nucléaires, renvoie à ce principe. Dans le contexte particulier de la délimitation maritime entre Israël et le Liban, le gouvernement libanais ne peut exprimer la volonté de s'engager qu'au travers de déclarations unilatérales. En effet, on voit mal, et vous m'excuserez de porter de préjugés, on voit mal comment il aurait pu accepter les termes d'une solution transactionnelle avec son voisin du Sud, non reconnu,
est considéré comme ennemi en situation de belligérance sans compromettre en même temps la position qu'il défend contre le statut d'Israël. Donc la solution, c'est l'acte unilatéral. Inversement, il semble plus difficile, dans ces conditions, de reconnaître ces actes comme un traité, même si cela serait possible. Deuxième observation finale, je vous rassure. Si c'est un accord, je défendrai l'idée que c'est un accord en forme simplifiée, plutôt qu'un traité. En premier lieu, la pratique codifiée par la Convention de Vienne et systématisée par la doctrine dénote l'absence de forme exigée par le droit international pour qu'il y ait traité. Il est simplement nécessaire de constater la rencontre de la volonté de moins deux États sur un accord qui peut être solennel ou tout à fait quelconque. Il peut être fondé sur un consentement écrit ou verbal, ou même tacite, ou sur deux consentements tacites, nous écrit l'éminent internationaliste Paul Reuter, et on trouve des accords verbaux dans la vieille jurisprudence du XIXe siècle. Je n'oserais pas vous les citer, sinon vous penserez que je sors de dossiers très poussiéreux. En second lieu, la forme de l'accord et la dénomination varient. Accord intergouvernemental, accord international, convention, concordat, échange de notes, échange de lettres, tout cela est accepté par la pratique. Actuellement, je me bats contre la Commission européenne sur ce point, mais je crois qu'elle ne comprend rien. Elle ne sait pas qu'un accord peut être dénommé par toutes sortes de termes. Nous en sommes à la 8e procédure devant la Cour, mais je suis très obstiné. Ainsi donc, le droit international admet la très grande diversité des accords et dans la pratique, une très grande diversité est en effet retenue. L'essentiel, encore une fois, est qu'il y ait une intention. C'est ce que le tribunal arbitral, dans l'affaire Philippines-Chine, en 2015, souligne. Pour constituer un accord contraignant, un instrument doit montrer une claire intention d'établir des droits et des obligations entre les parties. Et dans cette affaire, le tribunal a considéré qu'une déclaration pouvait être assimilée à un traité. Et l'on trouve dans la jurisprudence de nombreux exemples qui se réfèrent à des documents tout à fait divers. Par exemple, dans l'affaire de la mer Égée, il s'agit simplement d'un communiqué gouvernemental. Et dans l'affaire Najimaros Gapsikovo, on trouve une série d'actes, une série même d'actes techniques, de plans techniques, qui, pris ensemble, constituent, selon la Cour, un traité. Il importe donc que le consentement des États à être liés soit relevé. Il importe donc de relever que ce consentement n'est pas soumis à des formalités selon la Convention de Vienne elle-même. Ainsi, on pourrait alors penser que s'il s'agissait d'un accord, s'il s'agissait d'un traité formel, ce traité formel supposerait un échange des instruments de ratification, si l'accord est ratifié. Et dans ces conditions, vous imaginez ce que peut produire comme effet politique un échange formel d'un acte de ratification du traité entre Israël et le Liban. Je n'ose évoquer cette conséquence. Enfin, je pense qu'il n'est pas judicieux d'imaginer que l'on plaide ici une ratification qui n'en serait pas une en disant qu'elle est imparfaite. Car la Convention de Vienne nous l'enseigne, la ratification imparfaite ne peut être invoquée par l'auteur de l'imperfection au titre de la bonne foi. Par conséquent, il reviendra aux autorités libanaises de qualifier, comme elles le veulent, cet accord dit de délimitation. Je vous prie d'excuser d'avoir été si long et vous aurez beaucoup plus de plaisir à entendre mon collègue et ami. Merci beaucoup.
Merci, monsieur le professeur de Cara, pour cet exposé qui était brillantissime. Ça ne m'étonne pas lorsqu'on a fait appel à un spécialiste. On savait à qui on s'adressait. Vous avez très bien mis en exergue, en termes d'introduction, vous avez mis en relief l'importance historique de la mer et son importance stratégique, tellement elle renferme de richesses. En effet, il a toujours été dit que l'avenir de la Terre se trouve au fond de la mer. Donc, après avoir rappelé l'importance de la mer et des richesses qu'elle renferme et des enjeux tant politiques que stratégiques et économiques, vous avez très bien passé en relief et en revue l'historique un peu de la négociation qu'il y a eu entre le Liban et Israël pour parvenir à cet accord, aussi imparfait soit-il. Vous avez très bien par la suite dépecé cet accord. Vous êtes entré au cœur de ses forces et au cœur de ses faiblesses. Vous avez dit en effet qu'il s'agit d'un règlement d'un différend qui est pétrolier entre le Liban et Israël, au-delà, et même moins plutôt, que d'un tracé officiel des frontières entre ces deux pays. Donc l'enjeu est plutôt un enjeu qui est économique plutôt qu'un enjeu stratégique. Et donc là, on retrouve une théorie qui est chère aux civilistes, qui est la théorie de l'apparence, tellement vous avez mis en relief l'objet réel qui est une délimitation des frontières, mais en fait que l'objet véritable est un objet qui est économique, qui est une exploitation des frontières. Et là, donc, je reviens un peu à la théorie de l'apparence en droit civil qui est chère à nous autres civilistes, qui est la théorie de l'apparence et la théorie de la cause aussi, bien qu'elle ait été supprimée, malheureusement pour certains, du Code civil français en 2017. Mais seulement, elle est toujours omniprésente, et même en droit international public, donc la théorie de la cause, donc qui est l'exploitation des richesses. Puis ensuite, et c'est là où on voulait vraiment vous écouter, sur la nature juridique de cet accord. Est-il une convention avec toutes les conséquences politiques qu'elle emporte, ou bien est-ce seulement un accord aussi simple soit-il? Vous avez bien insisté qu'il s'agit essentiellement, qu'il n'y a pas de formalisme en la matière, mais qu'il y a un engagement des États, et sur le rôle aussi de l'État tiers qui a facilité la négociation, donc le rôle des États-Unis tant dans la négociation que dans l'exécution de cet accord. Et aussi, vous avez bien insisté sur le fait que cet accord, finalement, il n'a pas prévu les droits, entre guillemets, les droits des tiers, c'est-à-dire les droits le règlement des différends avec les tiers. Donc, je vous remercie encore une fois pour cet exposé qui est très complet, pour cet exposé qui est brillantissime, et je passe la parole immédiatement à mon confrère, au professeur Rezezreh. Monsieur le bâtonnier, Monsieur les membres du Conseil de l'Ordre, Excellences, Monsieur le professeur, chers collègues, chers confrères, chers étudiants, Mesdames, Messieurs, permettez-moi tout d'abord de remercier le bâtonnier qui préside aux destinées de cette vénérable institution dans des temps si difficiles et qu'il essaye de maintenir coûte que coûte à flot. Je remercie aussi les membres du Conseil, les membres le président et les membres de la commission francophone qui tous m'ont donné cet immense privilège de venir donner cette conférence à côté d'un éminent professeur dans ce haut lieu, le professeur de Cara, dont la renommée en France, mais aussi dans le monde arabe, Doman à Tatouan, et j'ai bien choisi les villes, puisqu'il a été bien connu et reconnu dans la région du Golfe, et aussi du côté du Maroc. Et donc, je vous salue et vous remercie pour cet immense honneur que vous me faites. Je ne vous livre pas un secret en disant que le 27 octobre 2022
après d'intenses tractations diplomatiques, des négociations assez ardues, finalement, disons, un accord sur la délimitation de la frontière maritime fut conclu finalement, après 12 ans de litige et presque autant de pourparlers, de négociations, de coups tordus et de menaces, tout ceci pour aboutir à cet accord. L'Élysée, la Maison-Blanche, le quotidien Le Monde l'ont tous qualifié d'accord historique. C'est un accord qui survient entre deux États qui sont en guerre, il faut le dire. C'est vrai qu'il y a un accord d'armistice sans cesse rappelé et renouvelé, si j'ose dire, qui régit le rapport en attendant une paix très hypothétique. Ils sont en guerre, mais de surcroît, ils ne se reconnaissent pas. Du moins, le Liban ne reconnaît pas la qualité étatique à l'État d'Israël. Et si je me permets, par commodité de langage, d'employer le terme d'Israël, mais en tant que Libanais, pour nous, officiellement, il s'agit de la Palestine occupée. Et ce n'est pas au barreau de Beyrouth que je vais commettre cet impair, mais permettez-moi, pour la commodité du langage, d'ailleurs, il y a une loi qui est la loi du boycott d'Israël qui emploie le terme. Et donc, je ne ferai pas vraiment un sacrilège en employant parfois le terme. Ceci dit, vous devez savoir que ce n'est pas le premier accord avec Israël, entre guillemets. Il y a eu déjà l'accord d'armistice de 1949 qu'on a conclu. Il y a aussi qu'on oublie parfois les arrangements de 1996 qui furent conclus aussi par 5 États, non pas seulement le Liban et Israël, mais ils furent aussi cautionnés par Damas, par la Syrie, par les États-Unis et la France. Mais c'est le premier accord qui ne se limite pas à un volet sécuritaire et militaire. C'est le premier accord qui envisage, qui fixe une délimitation de la frontière maritime, qui est censée être permanente, sachant que dans cette région du monde, rien n'est permanent. Et deuxièmement, elle cherche, ce qui est vraiment inédit, à organiser l'exploration et l'exploitation d'un champ gazier particulier, qui est le champ de Canaan, monsieur le professeur l'a très bien expliqué, mais aussi, dans une perspective plus large, les activités d'exploration et d'exploitation dans toute la zone frontalière de la zone économique exclusive respective de chacun des deux États. C'est en cela qu'il est historique. Il serait rapidement judicieux d'exposer le contexte qui a accompagné la genèse de cet accord, et puis deuxièmement sa nature juridique qui conditionne son régime juridique. Pour le contexte, je ne vais pas revenir sur tous les détails. Vous devez, je crois, seulement savoir que le Liban, malgré son héritage phénicien, malgré son ouverture sur la Méditerranée, en tant que terre d'ouverture, de commerce, de transit, de brassage de civilisation, il n'en demeure pas moins qu'il portait peu d'engouement pour son espace maritime. Il y a eu un décret législatif en 1983 qui a fixé la largeur de la mer territoriale à 12 000 marins à partir de la laisse de basse mer. Mais il ne fut pas suivi par la fixation de la ligne de base. Ce fut un coup d'épée dans l'eau. Mais un intérêt soudain apparut des deux côtés de la frontière avec les perspectives d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures dans le bassin levantin. Le Liban a essayé en 2002 et 2006 en ayant recours à l'Institut hydrographique
britannique et même à une université britannique de fixer son espace maritime, de le délimiter. Ça n'a pas abouti. Il a remarqué que les relations avec Israël sont continuellement tendues. Il a remarqué aussi qu'avec la Syrie, à l'époque, ça commençait à devenir tendu. Il a trouvé qu'il n'y a pas moyen de commencer quelque part qu'avec Chypre. Et ce fut sa première erreur en la matière. Puisqu'un accord a été conclu, le professeur l'a dit, en 2007. Cet accord fut signé en apposant les initiales. C'est une signature où on ajourne l'assentiment en attendant l'accord des autorités. On n'a jamais parlé d'autorisation du Parlement. On a parlé de ratification, mais cette ratification n'a pas eu lieu. Certains ont dit qu'il ne fallait pas arrêter cette ligne au point 1, dont Israël en a profité pour tracer sa propre ligne. D'autres ont dit qu'il fallait procéder autrement pour avoir plus d'eau. Bref, l'accord ne fut pas signé en 2007. En 2008, le Liban, le Conseil des ministres, a décidé de procéder autrement. Il a décidé de fixer les limites de toute sa zone économique exclusive et de sa mer territoriale avant cela. Il chargea une commission de le faire, composée de 3-4 ministères, et ce fut fait en 2009. Ces coordonnées, le 15 juillet 2010, furent notifiées selon la Convention du droit de la mer au secrétaire général de l'ONU. En décembre 2010, Israël procède à la délimitation de sa frontière avec Chypre en adoptant le point 1 comme frontière nord, alors que le Liban avait déjà opté pour le point 23. C'est à ce moment-là que le litige est né. Entre décembre 2010 et juillet 2011, le litige est né. Il va durer jusqu'en octobre 2022. Comment résoudre le litige? Les modes de règlement de différends entre les deux pays ne sont pas légion. Un recours juridictionnel est impossible. Pourquoi? Israël ne veut pas, le Liban ne peut pas. Le Liban ne reconnaît pas Israël. Aller à une procédure juridictionnelle équivaudrait à le reconnaître, à lui reconnaître la qualité étatique. Par contre, Israël n'est pas parti à la Convention de Montego Bay et aucun mécanisme de juridiction obligatoire entre les deux pays n'est envisagé. Et donc, à ce niveau-là, les choses ne pouvaient pas avancer. Cela vaut aussi pour le compromis. Restent les négociations. Mais c'est peu dire que ce n'est pas dans l'habitude des deux pays de négocier directement entre eux. Bien qu'ils ont négocié, mais d'une manière indirecte, à travers un médiateur. Et ce médiateur, le Liban privilégiait l'ONU. L'ONU était déjà là pour fixer la ligne d'armistice, confirmant la frontière internationale de 1923, chère au professeur Khalife. Et puis, elle a été là aussi pour fixer la ligne bleue. Justement, le président de la Chambre avait demandé à l'ONU de fixer une ligne blanche, prolongeant la ligne bleue dans la mer. Au début, l'ONU a montré un peu d'enthousiasme à travers son représentant au Liban, puis le secrétaire général a remarqué que c'est un panier à crabes. Il a décidé de ne pas intervenir. Qui restait pour jouer le rôle d'intermédiaire? Les États-Unis. Les États-Unis ont eu un rôle à jouer, notamment en 2002, lorsqu'on a partagé les eaux du Wazani entre le Liban et Israël. Le président de la Chambre aussi a contacté l'ambassadeur américain, lui demandant d'engager une médiation. Bien que beaucoup de milieux politiques au Liban, beaucoup ou certains,
envisageait avec beaucoup de méfiance, voire de suspicion, toute médiation américaine en rapport avec des intérêts israéliens. C'est un vers de l'Énéide de Virgile qui peut résumer cette situation. Timeo danavus et dona ferentes. J'ai peur d'eux, même apportant des cadeaux. Et donc, malgré ce climat de suspicion, la médiation américaine a commencé dès 2011. Il y a eu 4 émissaires qui se sont succédés. Il y a eu tout d'abord le grand professeur Hoff, qui était au service de l'administration américaine, puis il y a eu, en arrivant jusqu'à finalement M. Hochstein, qui était déjà en charge du dossier en 2013 et 2014, si je me rappelle bien. Tout ceci a abouti, pour faire court, en 2020, le 22 septembre 2020, à un accord cadre que les Américains ont préparé, que le président de la Chambre au Liban a déclaré. 6 points qui disaient qu'il fallait procéder non pas seulement à la délimitation de la frontière maritime, mais aussi à la délimitation de la frontière terrestre. Et que ça se fera selon la technique tripartite, c'est-à-dire des négociations indirectes en Nakoura, comme le prévoient déjà les arrangements de 1996 et l'accord et la résolution 1701. Le Liban a composé sa délégation de négociateurs, 4 négociateurs. Il y a eu 4 tours de négociation. Le climat s'est dégradé rapidement. Il n'y a pas eu de 5e tour alors qu'il était prévu en décembre 2020. Il a fallu attendre une déclaration du président libanais à un journal quotidien le 12 février 2022 pour que les choses reprennent. C'était juste avant la guerre d'Ukraine. C'était un peu le hasard ou la providence qui faisait les choses. Un intérêt américain soudain aussi se manifesta. Des menaces plus ou moins voilées commençaient à apparaître et le dossier connut une avancée rapide. Il y a eu 2 versions qui furent présentées en mars et en septembre 2022. Le Liban a refusé la première, il a demandé des modifications à la seconde, et finalement, après d'ultimes tractations, le 13 octobre, le président a déclaré que le Liban acceptait cet accord et il fut ratifié par lui et il y a eu l'échange de lettres à Naoura par une délégation que le président lui-même a choisie en concertation avec le président du Conseil des ministres et amicalement, selon les usages et la coutume libanaise, avec le président de la Chambre. Ce qui, dans l'autre côté de la Méditerranée, n'est pas très courant. Mais bon, ce sont les habitudes libanaises. Qu'en est-il de la nature juridique de cet accord, puisque l'opposition a beaucoup critiqué la procédure d'adoption de son accord et aussi son contenu. Concernant cet accord, il est composé d'une lettre et de 4 annexes. Une lettre des Américains expliquant son contenu, une lettre adressée, 2 lettres adressées par le Liban et par Israël à l'ONU pour fixer leurs frontières maritimes, une lettre accusant réception de la lettre américaine et l'approuvant, et finalement une notification américaine d'entrée en vigueur de l'accord. Beaucoup ont dit que le président ne pouvait pas ratifier tout seul. Il est au Parlement d'autoriser la ratification de ce traité en vertu de l'article 52 de la Constitution, qui fixe certaines conditions, dont le fait que ce traité ne peut pas être dénoncé année après année, et donc il faut l'autorisation du Parlement. C'est ce que prévoit l'article 52 de la Constitution. Cette loi d'autorisation, Raymond Carré de Malbert signale que c'est une loi spéciale. Les députés ne peuvent pas y apporter des modifications. Ils doivent l'accepter ou la refuser.
deuxièmement, c'est une loi qui ne conditionne pas, qui n'accomplisse pas en elle-même l'acte qu'elle vise. Elle se borne à l'autoriser. Celui qui peut ratifier, comme peut ne pas ratifier après autorisation, c'est le chef de l'État. On se rappelle tous l'accord du 17 mai 1983, dont l'autorisation de ratification a été donnée par le Parlement, mais dont que le président n'a pas ratifié. Toute la question est une question de qualification juridique. Est-ce que c'est un traité ou non? Eh bien, le Conseil d'État libanais, la jurisprudence administrative libanaise, a fixé le sort de cet accord auparavant. Sa jurisprudence est constante. Que dit le Conseil d'État? Il faudra revenir au droit international pour déterminer si c'est un accord ou non, à la Convention de Vienne sur le droit des traités qui fixe la définition du traité. Et selon cette convention, il faut 3 conditions pour qu'il y ait un traité ou non. Le côté formel ne joue point. Ça peut être même un échange de communiqués. Un communiqué conjoint entre 2 États peut former un traité international. Les 3 conditions sont les suivantes. Il faut que ce soit un accord entre États. Il faut que qu'il est destiné à produire un effet de droit et qu'il se situe dans le cadre du droit international. C'est un accord entre 2 États. Bien que le Liban ne reconnaisse pas Israël, mais la qualité étatique est internationalement reconnue aux 2. C'est un accord qui se situe dans le cadre du droit international puisqu'il gère des rapports entre 2 États. Mais c'est la 2e condition qui fait défaut et qui ôte à cet accord la qualité de traité. Laquelle? C'est le fait qu'il soit destiné à produire un effet de droit. Eh bien, le Conseil d'État a considéré, concernant un projet d'accord, qu'il ne comprend aucune obligation réciproque qui oblige les 2 parties à la respecter et à s'y soumettre, de même qu'il ne prévoit point de mesures ou de sanctions devant être adoptées ou infligées à la partie violant les dispositions qu'impose l'accord, l'absence d'engagement contraignant et de sanctions qu'engendre le non-respect de cet engagement, de même que l'inexistence d'aucun recours juridictionnel éventuel, ni à l'accord la qualité de traité international du fait qu'un des éléments essentiels de sa définition est manquant. Je cite le Conseil d'État en traduisant ce considérant. Un regard rapide sur l'accord du 27 octobre 2022 montre qu'il est dépourvu de caractère contraignant. C'est vrai que le Liban, il a 2 obligations. La première, c'est de procéder à la délimitation. La deuxième, c'est que la société en charge du bloc 9 soit une société internationale réputée et ne subissant pas de sanctions internationales. C'est la société Total. Ce sont 2 obligations, mais elles n'ont pas de caractère contraignant. Et il n'y a pas de procédé juridictionnel. Le recours pour tout litige qui se pose, c'est le recours à la médiation américaine. Donc trop peu pour le considérer comme un traité international. De quoi s'agit-il alors? Il s'agit d'un acte concerté non conventionnel. Les professeurs Caro et Marella signalent qu'il constitue, à propos de cet accord, ces accords informels se caractérisent par 5 aspects. Ils constituent bien une manifestation de la volonté des États de s'engager. Ils possèdent un contenu très variable. Ils ne sont pas systématiquement publiés. Ils poursuivent des objectifs fort diversifiés. Ils ne sont guère sanctionnés. Ils peuvent en effet contenir des engagements posant des obligations, des conduites fort précises, s'imposant aux participants, ou le plus souvent des obligations ou conduites très vagues et imprécises. Pour les professeurs Daillé et Forteau,
Les actes concertés non conventionnels, dit aussi Gentlemen's Agreements, peuvent être définis comme des instruments issus d'une négociation entre personnes habilitées à engager l'État ou l'organisation internationale et appelés à encadrer les relations de ceux-ci sans pour autant avoir un effet obligatoire. Si cette nature juridique est décidée, elle conditionne un régime juridique déterminé. Quelle est l'autorité compétente pour conclure cet accord? C'est le complexe exécutif, le chef de l'État et le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres, pourquoi? Parce que déjà, c'est à lui de déterminer la politique interne et internationale, la politique générale de l'État. Et la loi proclamant et délimitant les zones maritimes libanaises lui a l'habilité à procéder à cette délimitation. Sauf que ça devient fâcheusement un sport national. Le gouvernement à l'époque était démissionnaire et le président du Conseil de l'époque refusait systématiquement de faire réunir le Conseil des ministres, ce qui constitue un crime au sens du code pénal libanais. Mais il en fut ainsi. On était en 2020. Et donc, au regard de ce fait, le président de la République, le chef de l'État, du fait de son rôle, il a un rôle de garant de l'indépendance et de l'intégrité territoriale, couplé au fait qu'il préside le Haut Conseil de défense. À partir de ce rôle, c'est la théorie des compétences implicites, rien ne s'oppose à ce qu'il puisse exercer un rôle au niveau de la négociation et au niveau de la conclusion de l'accord. Quelle est la seule condition? C'est que ceci ne porte pas atteinte à la compétence d'un autre pouvoir. En droit administratif, il y a la notion de formalité impossible. Avoir l'accord du Conseil des ministres était une chose essentielle, mais le problème, c'est que le Conseil des ministres ne se réunissait pas. La jurisprudence administrative parle de formalité impossible qu'on pourra, le cas échéant, dépasser. Mais comme dans toute démocratie, il aurait été loisible de, après avoir signé cet accord, de le soumettre au Parlement pour débat. Mais je citerai ici le professeur de Cara, la diplomatie s'accommode mal des procédés démocratiques. Les affaires étrangères exigent une certaine discrétion, et la discrétion est contradictoire avec le débat démocratique ou le jeu normal du régime parlementaire. La diplomatie ne peut progresser que dans le secret, ou disons dans une certaine discrétion. Et vous citez aussi Tocqueville. Je n'hésite pas à dire que c'est particulièrement dans la conduite de leurs relations étrangères que les démocraties n'apparaissent décidément inférieures à d'autres gouvernements. Les politiques étrangères n'exigent pratiquement aucune des qualités nécessaires caractéristiques de la démocratie. Au contraire, elles exigent l'utilisation parfaite de presque toutes celles qui lui font défaut. Qu'en est-il des effets au niveau de la reconnaissance? Si ça a été un traité bilatéral, ça équivaudra nécessairement reconnaissance implicite. Ce n'est qu'un accord et non pas un traité bilatéral, mais il fixe des frontières. Eh bien, la doctrine est unanime à considérer que dans un cas semblable, à savoir l'accord soviéto-polonais fixant la frontière entre la Pologne et l'Allemagne, la fameuse ligne Oder-Neisse, a considéré qu'il s'agit d'une reconnaissance de frontière qui ne s'étend pas à l'entité dont la frontière est délimitée. Donc, si vous voulez, pour des raisons libanaises, l'honneur est sauf en matière de reconnaissance. Enfin, qu'en est-il du cas, et je termine par ça, rassurez-vous, qu'en est-il du caractère contraignant de cet accord, puisqu'on a dit que l'acte concerté non conventionnel n'a pas de force obligatoire? Il faut distinguer les deux volets qu'a cité le professeur. Pour la délimitation maritime, elle a un caractère contraignant, mais elle ne l'attire pas de l'accord.
Elle la tire de la lettre que le Liban et Israël ont adressée unilatéralement à l'ONU et la considérant comme constituant leur frontière internationale maritime. Et donc c'est un acte unilatéral qui constitue la source de l'obligation de la délimitation. Ceci n'est pas le cas du volet concernant les hydrocarbures. Et c'est là, avec un gouvernement israélien actuel qui est peu doué à la modération, que les choses pourraient se gâter et anéantir tous ces effets qui ont été conclus et qui ont finalement abouti. Ceci dit, l'accord avec la société, entre Israël et la société Total, a pu être confirmé à Paris. Et donc, ceci laissera-t-il une possibilité au Liban d'assurer un rebond nécessaire alors que sa population est submergée, foudroyée par une crise d'une ampleur inégale? Rien n'est moins sûr. L'avenir n'appartient pas aux hommes, comme disait De Gaulle, et avant lui Hugo, tensant Napoléon au fait de sa gloire. Croisons les doigts et conjurons le sort. Je vous remercie. Merci, cher professeur Zreb, d'avoir si brillamment et si clairement exposé plusieurs volets de l'accord et surtout au préalable d'avoir bien mis en exergue un peu la gestation très difficile en dents de scie d'un accord qu'on n'espérait plus depuis le premier émissaire américain Frederick Hoff jusqu'à terminer par Amos Hochstein il y a quelques mois. Vous avez très bien rappelé un peu les hauts et les bas des négociations qui ont abouti à cet accord, qui est un accord, je dirais, un peu hybride ou bien sui generis. Vous avez très bien mis en relation aussi mis en relief le caractère indirect des négociations entre le Liban et Israël via une tierce partie, avec toutes les conséquences juridiques que cela emporte sur le formalisme, sur la nature juridique de cet accord, puisque c'est ce qui nous intéresse surtout. Donc, est-ce que c'est une convention internationale? Vous avez très bien rappelé, comme aussi l'a rappelé le professeur de Cara, qu'en la matière, il n'y a pas de formalisme, donc c'est l'absence de formalisme qui prime. Donc, à partir de là, vous avez bien insisté qu'il s'agit d'un acte concerté non conventionnel, d'où l'importance de l'acte unilatéral, de l'engagement unilatéral. Et je rappelle très bien que le Code des obligations et des contrats, sauf si je m'abuse, à la différence du Code civil, le Code des obligations et des contrats, parce que je suis privatiste, a bien rappelé, il a bien défini l'acte unilatéral, ce que c'est, qu'il est finalement une source d'obligation, et que tout comme en droit civil, en droit international public, donc cet accord tire sa force obligatoire de son caractère unilatéral. On a bien voulu nous engager et c'est pour cela que donc, il aurait une force obligatoire. Puis ensuite, vous avez bien insisté sur les effets de cet accord au niveau de la reconnaissance, d'une éventuelle reconnaissance, son caractère contraignant aussi. Donc je vous remercie encore une fois et je remercie le professeur de Cara également. Maintenant, je laisse la parole à la salle pour quelques questions, vu que nous avons été pris par le temps. S'il y a des questions, elles sont les bienvenues. Donc, qui aurait le micro? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce que quelqu'un, oui, il y a une question? André, micro, Vous pouvez poser la question ici. S'il n'y a pas un micro qui est... Professeur Samani, merci beaucoup, professeur Cara, merci beaucoup pour toutes ces informations que vous nous avez données. Je voudrais seulement signaler que parmi les raisons que vous avez énumérées, vous avez entièrement omis le rôle de la guerre entre la Russie, la guerre actuelle, et qui veut
couper le gaz russe à l'Europe en se disant que le Levant, si vous voulez, le Moyen-Orient, la côte levantine, pourrait éventuellement, avec les gisements de gaz et de pétrole, elle pourrait contrebalancer, si vous voulez, cette perte de gaz russe, d'une part. Une seconde question aussi, je vous remercie pour la question que je vais poser et que vous avez posée, mais à laquelle vous n'avez pas entièrement répondu. C'est normal parce qu'elle a rapport avec la vie politique libanaise intérieure. Et là, je me permets de la formuler en arabe. هل يا ترى بنقدر نعتبر هالاتفاق هو معاهدة أو هو نوع من تعويض je vais vous traduire أو نوع من تعويض معنوي لفئة لبنانية حست إنه من سنة 99 لليوم هي مغبونة. أوكي؟ ميرسي بيان. فإذا هل نستطيع أن نعتبر إنه هذه الاتفاقية الترسيم هي معاهدة مثل ما شرحت إنه منا معاهدة أو هي بالأحرى نوع من تعويض معنوي لفئة اعتبرت حالها مغبونة إنه يبقى أنتوا اعملوا اللي بدكم إياه نحن لنا قدامكم ولا نحن وراكم أنتوا اعملوا اللي بدكم إياه. Merci beaucoup. Merci, professeur. Bon, je considère peut-être que le deuxième volet de la question s'agissant d'une qualification éventuellement, si c'est une convention ou bien une indemnisation morale pour une partie qui se considère lésée, je pense que ça a plutôt une coloration. En fait, la réponse, c'est pas du juridique, c'est du politique plutôt. Parce que la réponse est politique à cette question. Donc, nous ici, on est en train de traiter le volet purement légal. D'accord ? Mais par contre, je laisse au professeur De Cara ou au professeur Zreb, lequel le souhaite, le soin de répondre au premier volet de la question. Monsieur et chers collègues, j'apprécie beaucoup vos questions qui sont en effet très importantes et très judicieuses. Volontairement, nous étions d'accord pour mettre de côté les aspects de géopolitique. Cela nous entraînerait très loin et j'aurais encore plus débordé sur le temps, je crois, qui m'était imparti. Donc, je me suis concentré sur les aspects juridiques de l'accord et non pas géopolitique, mais vous avez tout à fait raison sur votre première remarque. Sur la seconde remarque, du point de vue du droit international, il est rare que la réparation du préjudice moral soit prise en compte. C'est rare. Ça a été évoqué ici et là. Je connais un précédent qui est connu, qui est celui des veuves des marins naufragés lorsque le Lusitania a coulé. Vous voyez, ça remonte très loin. Et on a bien reconnu qu'elles avaient subi un préjudice moral, mais il n'y a pas eu, si vous voulez, de réparation autre que la reconnaissance du préjudice moral, c'est-à-dire autre que l'indemnisation morale que vous évoquez. Il est très difficile dans l'ordre international d'évaluer le dommage moral. Je crois que c'est une des raisons pour lesquelles cela n'a jamais été pris en compte. Il y a eu, après les grandes guerres, des tentatives d'indemnisation des victimes de dommages moraux. Je pense à la Première Guerre mondiale et surtout à la Deuxième Guerre mondiale. Mais vous observerez que cela n'a pas été fait dans un cadre international consacré par un traité, mais généralement par les États mis en cause qui ont, pour des raisons politiques évidentes, voulu en quelque sorte se racheter de leur comportement en versant des indemnités morales aux communautés, vous voyez ce que je veux dire, qui avaient pu en être victimes. Et cela s'est poursuivi et se poursuit encore pour les survivants de la Seconde Guerre mondiale de certaines communautés. Est-ce que le président en lui-même
Et si on considère que cela est un accord international, parce que pour moi, je considère que c'est un accord international, je considère qu'il y a, comme vous l'avez dit, un accord entre États, il rentre dans le cadre du droit international et il a des effets de droit. Le Conseil des ministres n'ayant pas signé, le Parlement n'ayant pas ratifié, le président lui-même qui prend une telle décision sous un folklore de concertation amicale, comme vous l'avez cité, est-ce que cela n'est pas en contradiction avec l'article 52? Merci. Vous avez cité une obligation particulière, elle est très consistante, mais c'est une obligation qui n'est pas contraignante. Il y a plusieurs obligations qui pèsent sur les parties, sur Israël plus que le Liban, mais il ne s'agit pas d'obligations contraignantes. Et c'est là où le bas blesse. Il faut qu'elles soient contraignantes et il y a une définition. Qu'est-ce qu'on entend par des obligations contraintes? En tout état de cause, vous avez cité le cas du chef de l'État. On dit que si le chef de l'État ne peut pas, lui tout seul, former la volonté de l'État, il peut la déclarer. Et donc, c'est la théorie, notre collègue et confrère, Maître Torbey, a signalé la théorie de l'apparence. En droit international, c'est la théorie de l'apparence. Et donc, le cas échéant, ça fait écran avec l'exécution de cet accord. Il est là, sachant qu'il ne remplit pas les conditions d'un traité international. L'obligation qui est consistante que vous avez citée, ce n'est pas un échange entre les deux États. On donne ces informations au médiateur américain et il en fait ce qu'il veut. Il faut dire que par la force des choses, c'est le médiateur américain qui nous donne les informations et on en fait ce qu'on veut. Voilà. Bien voulu nous recevoir ici. Merci au bâtonnier maintenant, Nader Kaspar. Du fond du cœur, merci Maître Lander. Merci à nos deux brillants conférenciers, le professeur Jean-Yves Le Cara et le professeur Zreeb. Et j'espère qu'on aura d'autres occasions scientifiques pour vous voir. Merci.